Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Communication et civilisation. Collection dirigée par Nicolas Pélissier. La collection Communication et civilisation, créée en septembre 1996, s'est donné un double objectif. D'une part, promouvoir des recherches originales menées sur l'information et la communication en France, en publiant notamment les travaux de jeunes chercheurs dont les découvertes gagnent à connaître une diffusion plus large. D'autre part, valoriser les études portant sur l'internationalisation de la communication et ses interactions avec les cultures locales. Information et communication sont ici envisagées dans leur acception la plus large, celle qui motive le statut d'interdiscipline des sciences qui les étudient. Que l'on se réfère à l'anthropologie, aux technosciences, à la philosophie ou à l'histoire, il s'agit de révéler la très grande diversité de l'approche communicationnelle des phénomènes humains. Cependant, ni l'information ni la communication ne doivent être envisagées comme des objets autonomes et autosuffisants. Dernière parution. Claudia Lambard, Le cinéma de poche. Images mobiles et sociétés connectées, 2022. Emmanuel Brunel, Dire, genre et médias. Quelle représentation, 2022. Vincent Lambert, Parcours d'artiste 2022. Florine Garlot, Penser les solidarités internationales. Penser la communication solidaire 2022. Smail Khaïnnar, La fabrique de la ville. Communication et design des politiques publiques urbaines 2021. Stéphanie Lukasic, L'influence des leaders d'opinion, un modèle pour l'étude des usages et de la réception des réseaux sociaux numériques 2021. Miaoshi, les films de propagande sur la Seconde Guerre sino-japonaise sous Mao Tse-dong 1949 à 1966. La fabrication de l'histoire 2021. Pascal Laborderie, Éducation populaire, laïcité et cinéma. Une médiation culturelle en mouvement 2021. Mohamed Bernoussi, Communiquer le corps dans la culture marocaine 2021. Camélia Kuznir, Nicolas Pélissier et Rémi Riffel, Dire, Intellectuels et médias à l'ère numérique 2021. Gervais CWAK Omonkam et José Boteteme Munbate, Glocalisation de la communication publicitaire. Enjeux et pratiques en Afrique subsaharienne 202. Laurence Bréau. Fin de vie. Les soins palliatifs à l'épreuve de la communication. Préface de Franck Renucci. Dédicace. À mon père. Préface. L'ouvrage de Laurence Bréau sur le thème de la fin de vie n'est pas un ouvrage comme les autres. Il est d'autant plus d'actualité que le 29 septembre 2022, le Conseil économique, social et environnemental, CSE, a lancé la Convention citoyenne sur la fin de vie voulue par le président de la République Emmanuel Macron. Cela prolonge l'avis du 13 septembre 2022 du Comité consultatif national d'éthique, CCNE, considérant qu'il existe une voie pour une application éthique de l'aide active à mourir, mais qu'il ne serait pas éthique d'envisager une évolution de la législation si les mesures de santé publique recommandées dans le domaine des soins palliatifs ne sont pas prises en compte. Cette nouvelle prise de position est justifiée par le CCNE car la fin de vie n'est plus perçue comme un temps essentiel de l'expérience humaine. Les rites de passage disparaissent, la sécularisation progresse, les représentations symboliques et spirituelles s'effacent peu à peu. Ce même 13 septembre 2022, Jean-Luc Godard a eu recours à une assistance légale pour mourir en Suisse. Quelles que soient les règles, et les pays européens n'ont pas tous les mêmes règles, les dimensions symboliques de la mort restent indépassables pour chacun d'entre nous. Nous vivons actuellement une situation paradoxale. La mort est omniprésente sur nos écrans, déréalisée, alors même que nous tentons de la faire disparaître de notre quotidien. Mais qu'est-ce que la fin de vie ? À quel moment parle-t-on de fin de vie ? Lorsque nous sommes en vie, ne sommes-nous pas déjà en fin de vie ? Cette fin de vie serait-elle liée à une acceptation tranquille d'une mort, qui conférerait alors un sens nouveau à la vie ?
Les mots-clés de cet ouvrage pourraient être fin de vie, cancer, oncologie, soins palliatifs, représentation sociale, discours, santé publique, institutions hospitalières, pratiques soignantes mais aussi agonie, soins relationnels, communication, solitude, art moriendi, intercesseur, accompagnement, controverses politiques, idéologie thérapeutique, écoute. Alors que le sujet est complexe, la problématique communicationnelle de ce travail de recherche est claire. Dans quelle mesure les politiques de santé publique, la communication hospitalière et les pratiques soignantes, au niveau historique, sociopolitique et ethnographique, interagissent-elles dans la construction et l'évolution des conditions contemporaines de la fin de vie des personnes atteintes de cancer ? Les apports de cet ouvrage sont nombreux, nous en soulignerons deux, essentiels et originaux. Le premier est le glissement entre le discours religieux d'encadrement de la fin de vie d'autrefois et le discours médical de l'accompagnement des mourants. Il est très bien démontré. Il existe pour Laurence Bréau des correspondances entre le guide pratique de la bonne mort chrétienne, Lars Moriendi, XVe siècle, et les ouvrages d'Elisabeth Kubler-Ross, 1975, et Cicely Saunders, 1986, deux médecins à l'origine de la pensée palliative proposant elles aussi des outils d'encadrement des pratiques d'accompagnement de la fin de vie. Le pivot autour duquel tournent des invariants énonciatifs est finalement celui d'une réponse à la solitude. Le rôle du soignant palliatif est identique à celui de l'homme religieux, permettre au malade d'affronter les derniers instants de sa vie, l'aider à faire face aux affres de l'agonie, le mener vers l'acceptation et la sérénité. Le second constat est un apport dans le cadre des propositions du XXIe siècle pour la fin de vie. Les soins palliatifs ne sont pas suffisamment reconnus et entendus. Il existe une véritable problématique de communication entre les services d'oncologie et les services de soins palliatifs. L'annonce de l'incurabilité, au cœur de cette tension onco-palliative, incombe le plus souvent au service de soins palliatifs et non pas à celui de l'oncologie. Cette annonce de fin pour un humain mourant, prononcée ou pas, manifeste un désir de s'adresser ou pas à un humain objet ou un humain sujet. Fin de vie objective ou subjective ? La notion de fin de vie, pour des malades atteints de cancer, est aujourd'hui équivoque. Ces difficultés ne sont discutées ni dans l'espace médiatique, ni dans la société, dont les discours respectifs restent centrés sur certaines affaires emblématiques de demande d'euthanasie et sur la possibilité d'une évolution législative ouvrant un droit à choisir sa mort. La profondeur historique qui charpente cet ouvrage nous guide finalement dans la compréhension des enjeux contemporains liés à la fin de vie. Avant de décrire les controverses parlementaires de la loi Claes-Leonetti de 2016, Laurence Bréau aura par exemple pris le soin de rappeler le tournant médical du XIXe et XXe siècle pour les hôpitaux, ainsi que les différentes évolutions sociopolitiques de la seconde moitié du XXe siècle concernant les questions liées à la fin de vie en France. Plusieurs sujets de discussion et de réflexion prolongent encore la lecture de cet ouvrage. Au cœur de ce lien entre la vie et la mort, vécu par chacun de nous pendant la vie et en fin de vie, où se situe la frontière entre la vie et la mort ? Face à l'angoisse de la mort, quelles inventions de la vie imaginer pour y répondre de façon singulière ? Les décisions collégiales de la fin de vie. Qui décide en fin de compte, des machines qui ne connaissent pas l'angoisse ou un humain qui parle ? L'écoute bien sûr. Écoute de la religion ou écoute pour faire advenir un mot de plus ? Et enfin, le moment où l'on dit adieu au langage. Quels sont les derniers mots ? Si au début est le verbe, quel est le mot de la fin ? Franck Renucci, professeur en sciences de l'information et de la communication, laboratoire IMSIC, Université de Toulon. Introduction. Cet ouvrage, issu d'une recherche en sciences de l'information et de la communication, porte sur les conditions hospitalières contemporaines de la fin de vie des personnes atteintes de cancer. La genèse de ce travail doctoral prend sa source quelques années plus tôt, alors que j'accompagnais mon père dans la phase terminale de sa maladie à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Le malaise des soignants, face à cette situation de fin de vie difficile, m'avait profondément questionné sur les conditions du mourir en France. Lors de mes premières observations de recherche, 3 ans plus tard, j'ai été saisi par l'écart des systèmes de représentation existants entre la culture palliative, dans laquelle la mort est un processus naturel, la culture médicale curative, dans laquelle la fin de vie est un tabou, et le contexte sociétal français,
dans lequel la fin de vie est une question de droit à l'euthanasie. C'est ensuite en constatant à quel point la trajectoire de la maladie d'un patient atteint de cancer est dépendante de l'approche individuelle du médecin qui le soigne, de sa personnalité, de sa compétence, dépendante aussi de l'hôpital dans lequel il est pris en charge et plus encore, du contexte social dans lequel il est immergé, qu'il m'est apparu nécessaire de dézoomer mon regard de ce qui se joue dans la chambre d'un mourant pour tenter d'analyser plus largement les conditions d'émergence de ces prises en charge particulières. Pour introduire mon propos, il me semble important de présenter brièvement le contexte social dans lequel s'inscrit le sujet de ce livre. L'évolution des pratiques médicales, entre 1945 et 1975, a transformé l'institution hospitalière dans laquelle se déroule la fin de vie. L'hôpital est devenu principalement le lieu où l'on meurt, alors qu'il n'a pas pour vocation l'accompagnement vers le décès, et l'omniprésence de la technologie modifie le processus même de la mort, prolongeant la vie aux limites de l'acharnement thérapeutique. À la fin des années 70, tandis que la crainte du cancer obsède peu à peu la conscience collective, Herzlich et Pierret, 1991, page 76, la représentation de la fin de vie est liée à la perte d'autonomie, à l'intubation et à l'isolement. C'est à cette période qu'émergent les questions relatives à l'euthanasie, plaçant le thème de la fin de vie au sein de l'espace public. En 1978, le sénateur Henri Caillavet dépose 2 propositions de loi visant à octroyer aux patients incurables la possibilité de demander la mort. Pour la première fois en France, la question de la mort amène des propositions officielles. Cependant, le corps médical s'oppose à cette initiative, et quelques médecins orientent le débat vers les problématiques de la période de la fin de vie, faisant écho au mouvement anglais des hospices qui développe depuis peu une nouvelle approche des mourants, la démarche palliative. Les soins palliatifs sont des soins actifs axés sur une approche holistique de la personne en phase terminale de sa maladie. La pensée palliative est originellement fondée sur des valeurs chrétiennes d'humanisme et de solidarité. La mort palliative est naturelle, elle ne doit être ni écourtée ni allongée. La médecine palliative française s'oppose donc aussi bien à l'euthanasie et au suicide assisté qu'à l'acharnement thérapeutique. La période terminale de la vie est envisagée comme un temps précieux, qu'il s'agit d'investir pleinement. La médecine palliative, en ce sens, attribue un statut aux mourants, Higgins 2003. Bien mourir dans un service de soins palliatifs, c'est faire l'expérience d'un cheminement d'acceptation vers sa propre mort. Le cadre normatif du mouvement palliatif forme donc une approche particulièrement singulière au regard du tabou sociétal de la mort et d'un champ médical contemporain entièrement tourné vers des pratiques et des thérapeutiques curatives, voire agressives. Depuis 1986, l'institution hospitalière française intègre peu à peu la médecine palliative. Bien qu'encore inégalement répartie sur le territoire français, le modèle palliatif, ses valeurs, ses pratiques, forme aujourd'hui le cadre médical contemporain institutionnalisé de la prise en charge des patients en fin de vie. Dans le même temps, au sein de l'espace public sociétal, la question du droit à demander la mort reste plus que jamais la grande question débattue dans la sphère politique, médiatique et citoyenne. Les 2 grandes avancées législatives de 2005 et 2016 sont d'ailleurs issues d'affaires médiatisées de demandes d'euthanasie. L'affaire Vincent Imbert est à l'origine de la loi Leonetti du 22 avril 2005, destinée à éviter les pratiques euthanasiques et empêcher l'acharnement thérapeutique, qualifiée aussi d'obstination déraisonnable, tandis que l'affaire Vincent Lambert aboutit à la loi Claes-Leonetti du 2 février 2016, créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, avec notamment l'accès à la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Depuis 40 ans en France, l'émergence des questions liées à la fin de vie a donc lieu conjointement à plusieurs niveaux. Sur la scène politique au cours des premiers débats sur l'euthanasie, dans l'espace public au travers des grandes affaires médiatisées de demandes d'euthanasie, et enfin dans les hôpitaux avec l'émergence progressive de la médecine palliative. Notre regard se pose à présent sur une scène hospitalière quotidienne. Un patient atteint d'un cancer en phase terminale est pris en charge dans un service de soins palliatifs pour le soulagement de ses douleurs et de ses symptômes cancéreux. Il est suivi depuis plusieurs mois,
plus probablement depuis plusieurs années, par un oncologue devenu son médecin référent. Le patient est très affaibli, son statut de mourant est établi par l'équipe palliative, mais un rendez-vous de chimiothérapie est prévu par l'oncologue dans l'après-midi. Mettons sur pause le déroulement de cette scène. Que se joue-t-il autour du patient ? Hospitalisé dans un service de soins palliatifs, ses douleurs terminales apaisées et ses angoisses accompagnées par un psychologue, le malade est invité à démarrer un processus palliatif de conscientisation de son statut de mourant, dans le but de lui laisser le temps nécessaire à la mise en ordre de ses affaires, affectives, spirituelles, matérielles. Parallèlement, l'oncologue poursuit son accompagnement thérapeutique actif, ne signifiant pas à son patient plein d'espoir le stade terminal de sa maladie. Deux paradigmes de soins, deux idéologies thérapeutiques construisent ici les conditions contemporaines de prise en charge de la fin de vie des personnes en phase terminale de leur maladie. Si le rapport du patient à ses médecins est lié au rapport de ces derniers avec l'institution hospitalière, et que ce colloque singulier possède toujours une dimension politique, Lafont et Payard 2007, se pose alors la problématique communicationnelle suivante. Dans quelle mesure les politiques de santé publique, la communication hospitalière et les pratiques soignantes, au niveau historique, sociopolitique et ethnographique, interagissent-elles dans la construction et évolution des conditions contemporaines de la fin de vie des personnes atteintes de cancer ? Pour une approche communicationnelle de notre objet de recherche. Cette recherche s'inscrit au sein de deux champs conceptuels, la communication en santé publique et l'ethnographie de la communication, avec une triple échelle d'observation, macro, méso et micro, afin de mettre en évidence les interactions dynamiques de ces trois niveaux d'analyse. Il s'agit ici, tel que l'écrit Jean Davalon 2004, non pas d'étudier la communication et l'information en elle-même ou pour elle-même, c'est-à-dire comme des êtres abstraits, elles seraient alors une idéologie, mais bien en tant qu'elles sont matérialisées, institutionnalisées et opérationnalisées dans la société. Le champ de la santé, par les principes de fonctionnement qui le traversent, peut être considéré comme exemplaire du champ social en général, Schweyer, 2004. On y retrouve des enjeux économiques, des rapports de pouvoir, des controverses, des évolutions législatives et un questionnement constant autour des normes et des valeurs. À l'intérieur de ce champ, la communication pour la santé se définit comme l'étude et l'utilisation de stratégies de communication interpersonnelles, organisationnelles et médiatiques visant à informer et à influencer les décisions individuelles et collectives propices à l'amélioration de la santé. Renaud et Rico de Sotelo, 2007. Au sein de l'espace public, le processus social de publicisation des thématiques de santé fait émerger deux formes de communication. Les discours sur la santé produits par des acteurs qui lui sont extérieurs, médias, représentants politiques, associations, et les discours de la santé émanant du domaine lui-même, professionnels de santé, scientifiques, malades. Romeyer, 2010, page 6. La confrontation de ces différentes formes de discours révèle alors les modalités de fonctionnement et les transformations structurelles à l'œuvre dans l'espace public partiel de la santé, Miège, 2010. La problématique communicationnelle de cette recherche s'enracine au sein de l'hôpital, envisagé comme monde institutionnel objectivé exerçant sur le malade un certain pouvoir de coercition, Berger et Luckmann 2018-1997, c'est-à-dire comme dispositif de pouvoir, Foucault 1976, mais aussi comme champ de lutte dans lequel s'organisent des stratégies de domination, Bourdieu 1977. Dans une approche interactionnelle, l'institution hospitalière est définie comme lieu de négociation entre les différentes professions concernées par son fonctionnement. Sur ce dernier point, les travaux du sociologue américain Anselm Strauss, 1992, m'ont guidé dans la compréhension d'un hôpital conceptualisé en termes de monde social, grâce à sa théorie de la régulation sociale. Selon ce modèle, écrit Strauss, l'hôpital apparaît comme un lieu où les membres du personnel, constitués en grande partie de professionnels, se trouvent engagés dans un processus de négociation complexe afin à la fois de mener à bien leurs projets personnels et de mettre en œuvre, dans la division du travail établi, des objectifs institutionnels énoncés soit clairement soit vaguement. 1992 page 110. D'un point de vue pragmatique, l'ordre social de l'hôpital est donc la combinaison de règlements et de politiques, d'accords, d'ententes, de pactes, de contrats et d'autres arrangements de travail qui y prévaut en règle générale. Ibidem page 108.
Face aux changements internes-externes, le maintien de cet ordre social ne peut se faire qu'au prix de constantes renégociations ou réévaluations, qui aboutiront à un nouvel ordre et non à un ordre ancien, autrement dit à un ordre négocié. Au cœur de sa théorie de l'ordre négocié, Anselm Strauss formalise aussi le concept de négociation comme processus dans la construction d'un ordre social. L'approche constructiviste de ce travail de recherche place par ailleurs les individus et leurs interactions dans un rapport symbolique, c'est-à-dire dans un rapport de sens, Berger et Luckmann 2018-1997. Il met l'accent principal sur le discours comme véhicule autour duquel s'articulent le soi et le monde, et sur la manière dont le discours fonctionne dans les relations sociales, Jergen 2001. Je me suis par ailleurs appuyé sur les travaux de Serge Moscovici, 1976-1961, pour envisager notre société telle qu'elle se représente par rapport à la fin de vie, et sur les apports de Claudine Herzlich, 1996-1969, pour concevoir la maladie comme une réalité construite et le malade comme un personnage social. Enfin, ma démarche heuristique s'est inspirée de la théorie du discours social, de Marc Angenot, 1988. Il s'agissait d'analyser la représentation discursive de la fin de vie, telle qu'elle s'inscrit dans la société, c'est-à-dire de délimiter au travers de plusieurs champs discursifs, le disciple, le narrable et l'argumentable si on pose que narrer et argumenter sont les deux modes prédominants du discours, Angenot 2006. Cette approche m'a permis d'envisager le discours social de la fin de vie comme un ensemble coexistant de discours spécifiques, ayant pour fonction de produire et de fixer des légitimités, mais aussi d'exclure et de censurer l'impensable. Plus largement, puisque l'on parle de discours social au singulier, la théorie de Marc Angenot m'a aidé à identifier la nature de l'hégémonie qui transcende la division de ces discours, c'est-à-dire la façon dont la fin de vie est pensée dans notre société contemporaine. La fin de vie, un champ de recherche basé sur une incertitude notionnelle. Dans cet ouvrage, l'expression « fin de vie » ne sera jamais utilisée comme stratégie d'euphémisation langagière pour remplacer le mot « mort ». La mort est envisagée comme l'instant du décès, et non comme une succession d'instants dont on pourrait repérer qu'ils sont les derniers, Baudry 2016. Alors même que la fin de vie est devenue un champ de recherche, cette précision liminaire est rendue nécessaire par la difficulté de délimiter la frontière entre la notion de mort et la notion de fin de vie. Il n'existe pas en effet de définition scientifique précise de ce qu'est la fin de vie. De quelques heures à plusieurs mois, la fin qui précède la mort d'une personne atteinte d'une maladie incurable revêt plusieurs acceptations, selon qui doit la nommer. Ce vide définitionnel laisse ouvert le champ des représentations et des positionnements. Entre stratégie d'euphémisation et nouveau statut diagnostic médical, la fin de vie revêt plusieurs significations. Or, croire en la signification serait croire en la réalité qu'elle dit si bien, et surtout en la réalité comme telle, ibidem. Selon le ministère des Solidarités et de la Santé, la fin de vie désigne les derniers moments de vie d'une personne en phase avancée ou terminale d'une affection maladie grave et incurable. Selon la Haute Autorité de la Santé, les situations de fin de vie concernent les personnes qui ont une maladie grave, évolutive, en phase avancée, potentiellement mortelle ou lorsque le pronostic vital est engagé à court ou moyen terme. D'un point de vue législatif, les textes de loi utilisent le terme fin de vie, mais ne le définissent pas. Une étude exploratoire menée en 2004 auprès d'une population générale, 20 personnes et de professionnels de santé, 16 personnes, par le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie CREDOC pour l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé INPES, identifie deux types de fin de vie. La première, qualifiée de normale, consiste à finir sa vie en bonne santé et à un âge avancé, tandis que la seconde, qualifiée d'injuste, concerne les maladies graves ou les dégradations physiques et intellectuelles liées à l'âge. Toujours selon cette étude, la fin de vie peut être progressive, rapide ou lente. Pour certains, la fin de vie concerne les 10 derniers jours de vie, pour d'autres, elle débute à partir du moment où la personne n'est plus autonome ou dépend de structures médicales. Il semble donc difficile d'apporter une dimension temporelle précise à la fin de vie. Toutefois, une revue systématique américaine, publiée en 2014,
a examiné la définition de la fin de vie dans les publications de 1948 à 2012, ainsi que dans les dictionnaires, les manuels de soins palliatifs et le Code fédéral américain. Il apparaît que seuls 3 articles discutent de ce concept, faisant intervenir une notion de temporalité de vie inférieure à 6 mois et un déclin irréversible. En France, une étude récemment publiée dans la revue Médecine palliative traite des représentations de la fin de vie pour les oncologues et les praticiens de soins palliatifs, Couder, Vialard et Sperluette-Mamzer-Brunel, 2021. Elle met en lumière 2 notions médicales de la fin de vie objective et la fin de vie subjective. La notion de fin de vie objective est assimilée à une réalité clinique de ressenti d'imminence de la mort par le médecin. Elle correspond à une période de dégradation clinique irréversible que certains assimilent à l'agonie. La notion de fin de vie subjective, quant à elle, est sujette à de multiples représentations. Elle est définie comme une prise de conscience de la finitude par le patient lui-même. Elle peut donc ne pas avoir lieu, durer plus ou moins longtemps et survenir non conjointement à la fin de vie objective. Un second article, publié lui aussi en 2021, explore la possibilité de l'émergence d'un consensus autour d'une définition de la fin de vie, Bernard et al., 2021. Rédigée par 15 auteurs, cette publication présente les premiers résultats d'une enquête menée auprès de l'ensemble des acteurs du soin adhérents à la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, SFAP. 2 types de définition de la fin de vie semblent dominer. La première est en rapport avec une estimation de la durée de vie inférieure à 15 jours ou inférieure à 1 mois, 55% des répondeurs, tandis que la deuxième repose sur le fait d'être en phase avancée ou terminale d'une pathologie incurable, 81,5% des répondeurs. Ainsi, tel que l'écrit Patrick Baudry 2016, l'expression fin de vie véhicule des postulats cachés, des visions du monde. La problématique de l'incertitude notionnelle de la fin de vie se pose alors dans son rapport aux pratiques médicales et à la façon dont cette période peut ou doit être investie par les acteurs concernés. Patients, familles, médecins. Pour illustrer ce propos, prenons l'exemple de l'étude Temel, publiée en 2010 dans le New England Journal of Medicine. Cette étude a marqué la communauté scientifique internationale par ses résultats sur l'impact d'une prise en charge palliative précoce, SPP, des patients cancéreux. Les résultats ont confirmé un taux de survie moyenne allongé de 30% par rapport au groupe ne recevant pas de SPP, une amélioration du niveau de qualité de vie exploré à 12 semaines, une diminution nette des thérapeutiques oncologiques considérées comme agressives à ce stade et presque 2 fois plus de directives anticipées prévues en cas d'aggravation. Pour autant, cette étude ne semble pas avoir eu de réels impacts sur les pratiques oncologiques liées à la fin de vie, puisque nous le verrons dans la seconde partie de ce livre, nombreux sont les oncologues qui s'abstiennent ou qui tardent à faire appel à la médecine palliative lors de la phase terminale de leurs patients. Il semble bien que la notion de fin de vie, pour laquelle seule la phase ultime de l'agonie semble faire consensus, reste aujourd'hui un ressenti subjectif, une représentation propre à chacun. L'exemple de l'étude Temel nous invite ici à comprendre qu'établir scientifiquement les avantages d'une pratique médicale sur les conditions de la fin de vie des patients en phase terminale ne suffit pas à faire changer les pratiques professionnelles au sein de l'institution hospitalière. Encore faut-il en effet que les soignants partagent de manière collective la même définition de ce qu'est la fin de vie, autrement dit, la même représentation de la fin de vie. Tracer un chemin dans le cheminement de la recherche. La particularité de cette recherche tient à l'approche pluridimensionnelle de sa problématique. En France, la fin de vie est un champ de recherche peu investi par les sciences de l'information et de la communication, SIC. Pourtant, ce qui frappe le chercheur en SIC dans un service de soins palliatifs, c'est l'abondance d'objets analysables en termes de communication. Au niveau interactionnel, l'activité palliative, que l'on peut rapprocher de l'activité psychiatrique d'urgence dans la définition Cambon Jérôme Thomas 2010, s'organise principalement autour d'une activité de circulation d'informations, de discours et de signes, autrement dit dans une activité de communication permanente. Au niveau de l'institution hospitalière, les soins palliatifs forment un espace de représentation et de contre-normes nécessitant plus que jamais la négociation des interactants comme outil de lutte pour leur reconnaissance. Au niveau de l'espace public sociétal enfin,
La fin de vie, tabou dont on parle finalement beaucoup, est devenu objet de discours et de représentations formant un paradigme discursif dominant centré sur la question euthanasie. L'objectif de cette recherche s'attache donc à analyser, à partir de plusieurs études empiriques, quel type de représentation de la fin de vie coexiste dans l'espace public, dans quelle mesure les discours sociaux véhiculent ces représentations sociales, puis d'évaluer leur impact sur les pratiques soignantes oncopalliatives de l'accompagnement des mourants au sein du système hospitalier. Rapidement, il m'est apparu qu'un premier effort de contextualisation historique était nécessaire pour saisir l'évolution sociétale menant aux observations contemporaines. Je n'ai pas cherché à faire œuvre d'historienne. Je me suis appuyé sur les travaux de plusieurs historiens dans l'objectif de mieux comprendre, à la lumière de l'histoire, l'évolution des prises en charge hospitalières et de la construction sociale des pratiques d'accompagnement de la fin de vie. Il s'agissait notamment d'établir la filiation judéo-chrétienne des discours de l'accompagnement des mourants, afin de resituer l'origine culturelle des fondements de l'approche palliative. Cette genèse des attitudes et des discours face à la mort et aux mourants m'a fait cheminer vers l'acceptation suivante. La fin de vie est une réalité construite, et le mourant est un personnage social doté d'un statut. À ce stade de la recherche, il me fallait encore établir le cadre social et ethnographique des questions liées à la fin de vie, afin de mettre en regard les deux formes de discours de l'espace public de la santé, les discours sur la santé produits par des acteurs qui lui sont extérieurs, et les discours de la santé émanant du domaine lui-même. Mon objectif était d'identifier les différentes formes de mise en public de la fin de vie, Romeyer, 2010 page 6, en m'intéressant au discours institutionnel hospitalier et aux discours circulant dans l'espace public sociétal, afin d'identifier les points de structuration de son émergence comme question sociale, politique et professionnelle. Plusieurs méthodes d'enquête ont été déployées. L'observation directe au sein d'un terrain ethnographique hospitalier à Salon de Provence, une analyse qualitative et quantitative du journal interne de ce même hôpital, une analyse comparative des discours de l'accompagnement des mourants, une analyse des controverses parlementaires et enfin une analyse thématique d'entretien semi-dirigé individuel de personnel soignant. Construction de l'ouvrage. Cet ouvrage s'organise en deux grandes parties, composées chacune de 4 chapitres. La première partie forme le cadre socio-historique et culturel des pratiques d'accompagnement de la fin de vie, tandis que la deuxième partie est consacrée au travail ethnographique et à la recherche empirique. Dans le premier chapitre, nous aborderons l'évolution, entre 1960 et 2000, des observations et des questionnements liés au déni social de la mort et aux conditions de la fin de vie contemporaine. Puis nous ferons une synthèse des travaux occidentaux publiés entre 2000 et 2020 ayant proposé une approche communicationnelle de la fin de vie. Les 3 chapitres suivants formeront le cadre socio-historique à proprement parler de cette étude. Le chapitre 2, qui s'étend de l'avènement de la chrétienté en Occident au progrès de la médecine du XXe siècle, mettra en évidence l'historicité institutionnelle au sein de laquelle se sont structurées les attitudes face à la mort et les conditions sociales de la fin de vie. Les chapitres 3 et 4 poursuivront de façon plus approfondie l'évolution sociopolitique de ce nouveau paradigme sociétal. Nous resituerons, à partir des années 80, émergence des soins palliatifs en France et les étapes législatives de son institutionnalisation. Puis nous évoquerons l'ampleur de la couverture médiatique de certaines demandes d'euthanasie au sein de l'espace public. Enfin, nous détaillerons les différentes consultations et rapports initiés par le gouvernement dans le but de faire réévaluer la loi Leonetti de 2005, et nous identifierons les points saillants ayant fait controverse lors des différentes séances parlementaires de la loi Claes-Leonetti de 2016. Cette première partie nous permettra de contextualiser de manière plus fine les observations empiriques de la seconde partie. Nous démontrerons ainsi dans le chapitre 5 que les origines chrétiennes des valeurs et des pratiques palliatives trouvent leur ancrage dans les premiers discours constituants et institutionnalisés de l'accompagnement des mourants, les artes moriendi du bas Moyen-Âge. Les chapitres 6 et 7 seront directement liés à notre terrain ethnographique hospitalier, à Salon de Provence, après avoir mis l'accent sur l'ancrage historique et régional de cet hôpital et sur l'émergence pionnière des soins palliatifs salonnais au début des années 90,
Nous analyserons la façon dont les soignants de soins palliatifs, au travers du journal interne de l'hôpital, tentent d'objectiver et d'ancrer de nouvelles représentations de la fin de vie au sein d'un système hospitalier particulièrement mal à l'aise face aux mourants et à la mort. Nous déterminerons dans un second temps dans quelle mesure ces représentations sociales impactent les pratiques soignantes et participent à la formation de la problématique communicationnelle onco-palliative identifiée dans ce travail de recherche. Enfin, nous proposerons dans le 8e et dernier chapitre une discussion sur l'ensemble, dont l'analyse globale nous permettra finalement de mieux comprendre comment se construisent les conditions de prise en charge hospitalière et les pratiques soignantes qui accompagnent aujourd'hui la fin de vie des patients cancéreux. Première partie. Cadre socio-historique et culturel des pratiques d'accompagnement de la fin de vie. 1. Travaux occidentaux sur la mort et la fin de vie. Au cours du XXe siècle, un nouveau modèle de rapport à la mort, aux morts et aux mourants vient bouleverser les rites d'antan. Ni avant la mort, ni après pour ceux qui restent, il n'est à présent décent d'en parler. L'isolement des mourants est organisé, celui des endeuillés est apprécié. Pudeur diront certains, tabou diront d'autres. La complexité de ce phénomène propre à l'Occident interroge les premiers observateurs dans les années 1950, en Angleterre tout d'abord, puis en France à partir des années 1970. Ce premier chapitre, ancré dans la seconde moitié du XXe siècle, met en lumière l'émergence d'un discours contestataire au travers des principaux travaux ayant proposé une analyse de cette situation inédite. Il détermine, par sa chronologie notamment, l'évolution des observations et des questionnements liés au déni social de la mort et aux conditions de la fin de vie contemporaine. Nous verrons qu'entre 1960 et 2000, l'interdiscours dominant de déploration d'une belle mort ancienne insiste sur la perte de la ritualité des derniers instants de la vie, tandis une synthèse des travaux occidentaux plus contemporains ayant proposé une approche communicationnelle de la fin de vie, 2000 à 2020, nous permettra de mettre en lumière la faible représentation des sciences de l'information et de la communication dans les travaux traitant des problématiques de la fin de vie, et d'identifier une approche essentiellement interactionniste des recherches en sciences humaines et sociales portant sur ce sujet. Les premières réflexions sur la mort des années 1950 à 1960. Edgar Morin, sociologue et philosophe français né en 1921, publie en 1951 L'homme et la mort dans l'histoire. Le caractère pionnier de l'œuvre s'apprécie à l'évolution du volume de publications sur le sujet. Au moment où paraît ce livre, l'édition universitaire et scientifique ne publie pas plus d'un ou deux titres par an sur le sujet, Burguière 2008. Une version profondément remaniée et enrichie voit le jour en 1970 aux éditions du Seuil, sous le titre L'homme et la mort. Dans son ouvrage, Edgar Morin dégage les attitudes fondamentales des hommes et des cultures face à la mort, examine les croyances concernant la mort dans les grandes civilisations historiques, jusqu'à la crise contemporaine de la mort et aux nouvelles conceptions biologiques sur les relations entre vie et mort. Décrit comme un livre d'une rare intelligence, d'une indéniable puissance et d'une grande finesse, Thomas Helvey, 1977, l'ouvrage d'Edgar Morin apparaît comme une référence permanente dans la longue suite des travaux que le thème a inspiré aux historiens durant la seconde moitié du XXe siècle, et tout spécialement aux historiens français, Burguière 2008. Dans ces années 50, l'ethnologue anglais Geoffrey Gorey est l'un des premiers à identifier le glissement de l'interdit entourant le sexe durant l'époque victorienne vers l'interdit touchant la mort au XXe siècle. En 1955, il publie un article précurseur intitulé The Pornography of Death, dans lequel il traite du silence nouvellement imposé autour de la mort, du deuil, et de ses conséquences dans les sociétés industrielles et occidentales. Posant les bases de sa pensée sur le sujet dans ce texte court, 8 pages seulement, il mène ensuite dans les années 60 une étude auprès de personnes récemment endeuillées, publiée en 1965 sous le titre Death, Grief and Mourning in Contemporary Britain. Le nombre conséquent d'interviews enregistrées permet à l'auteur de démontrer que dans la majorité, la population britannique se trouve aujourd'hui dépourvue de toute ligne de conduite dans l'abord de la mort et du deuil. Gorey, 1995-1965, page 147. Il ajoute que cette étude donne consistance à l'hypothèse selon laquelle ce défaut de rituel et de ligne de conduite s'accompagne d'un nombre très important de comportements inadaptés,
qui vont pour parler trivialement de l'affairisme insensé, en passant par les rituels personnels de ce qu'il a appelé momification jusqu'à l'apathie et le désespoir, ibidem. L'introduction autobiographique de l'ouvrage ajoute à l'originalité de cette recherche intimiste et anthropologique. Elle révèle la prise de conscience individuelle de l'auteur au travers de ses propres expériences de la mort, celle d'Édouard VII en 1910, l'année de ses 5 ans, puis de son père noyé dans le naufrage du Lusitania en 1915 à ses 10 ans, et surtout celle de son frère, emporté par un cancer en 1961, et de l'étrange consigne de silence puis de mise à l'écart lorsque l'on porte le deuil. La même année, aux États-Unis, les sociologues Barney Glaser et Anselm Strauss publient les résultats d'une recherche menée auprès des mourants d'un hôpital californien dans le livre Awareness of Dying, 1965. Père de la méthode de la théorie ancrée, les deux chercheurs s'intéressent aux formes d'interaction entre les malades et les agents médicaux. Menés dans la perspective de l'interactionnisme symbolique, ces travaux visent à analyser l'expression des émotions et les paroles échangées entre médecins, patients et entourage familial. Les auteurs s'intéressent particulièrement à la conscience que le mourant a de son état. Ils identifient 4 états de conscience précisant qu'il ne peut y en avoir d'autres. Le malade ne se perçoit pas du tout comme mourant, il conserve un état de conscience fermé, le malade a conscience de son état mais le dissimule à ses proches, qui agissent de la même façon. Il est dans un contexte de conscience de feinte mutuelle, le malade a conscience de son état et ne le dissimule pas à ses proches. Il se positionne dans un contexte de conscience ouverte, et enfin, le malade hésite quant à la réalité de son état et partage ses doutes avec son entourage. Il est alors dans un contexte de conscience présumée. La typologie de ces états de conscience détermine, selon les chercheurs, la configuration des interactions qui en découlent. Leur analyse les mène aussi à mettre en lumière l'attitude fréquente de feinte mutuelle, partagée par le médecin et le malade qui, de façon implicite, s'accordent pour ne pas avoir à aborder l'idée d'une fin prochaine. Les grands perdants de cette situation sont les malades, puisqu'ils risquent de mourir dans un isolement et un silence croissant. Les soignants installés dans leur attitude de défense ignorent alors l'angoisse du patient et ses tentatives pour rompre le silence, Herzlich 1996b. Ainsi, la démonstration est faite que le mourant des sociétés industrielles ne se sent plus mourir. Les médecins et infirmières, seuls à déchiffrer les signes de la mort à venir, cachent délibérément la vérité à un malade aliéné devenu celui qui ne doit pas savoir, Ariès, 1969, page 379. À la même époque, Vladimir Jankélévitch, philosophe russe du XXe siècle, publie en 1966 La mort, un ouvrage dans lequel il développe l'idée que la mort est un mystère parce qu'elle n'est pas un secret. Jankélévitch, 1977-1966. Elle est inéluctable. Vivant on ne peut en parler car on ne l'a pas vécu, et mort on ne plus en parler. Pour Jankélévitch, la mort est donc innommable. La notion d'impossibilité nécessaire parcourt les 500 pages de l'ouvrage. Paradoxe au sein duquel l'impossibilité de mourir nous renvoie à la nécessité de disparaître, nous reliant à son tour à son impossibilité. L'expérience de la mort ne pouvant pas par définition être une expérience, il n'y a rien à en dire. Cette logique le pousse à soutenir que les cultes associés à la mort ne servent à rien. Les rituels funéraires tendraient à tromper les gens, à les maintenir dans l'illusion d'un au-delà. La religion catholique, en ce sens, façonne selon lui une civilisation chrétienne amoureuse de la mort et des cadavres. La finitude de la vie, par son absence d'espoir, rend donc inutile toute forme de mise en scène mortuaire. Mourir autrefois. Idéalisation moraliste d'une bonne mort oubliée. Dans les années 70 à 80 se multiplient les productions scientifiques sous forme d'enquêtes, d'études et d'essais, essentiellement en Angleterre, en France et en Allemagne. 2 ouvrages étrangers, respectivement traduits en français en 1975 et 1986, vont devenir des références, Les derniers instants de la vie, d'Elizabeth Kubler-Ross et La vie et dans la mort, de Cicely Saunders. Nous reviendrons plus amplement sur le contenu de ces textes dans le 5e chapitre de ce livre, dans la mesure où il constitue l'un des corpus d'analyse de cette recherche. Rappelons simplement ici que leurs auteurs, des doctoresses helvético-américaines et anglaises, y déplorent les réactions d'évitement et le silence qui régissent alors la fin de vie des patients en phase terminale de leur maladie. Sa vie durant,
Elisabeth Kübler-Ross publiera de nombreux livres dans lesquels elle prône l'accompagnement des mourants et partage son idée de vie après la vie. En identifiant les mécanismes psychologiques de la période terminale de la vie, Kübler-Ross conceptualise une phase universellement partagée, Clavandier 2009 page 119. Combinée à la redécouverte par Cicely Saunders, de l'usage raisonné de la morphine, le mouvement des soins palliatifs prend vie. Ces deux femmes, de part et d'autre de l'Atlantique, seront les deux grandes pionnières de cette nouvelle discipline, Mignot 2015. En France, la convergence d'études proposant une mise en perspective historique des attitudes face à la mort permet la construction d'un cadre plus large de compréhension. Ce recul historique ancre la réflexion contemporaine dans la connaissance de gestes, de rituels et de perceptions dont l'héritage ne peut être ignoré. L'histoire de ces rites et de ces perceptions a été retracée par l'historien Philippe Ariès en 1975, dans son ouvrage référence Essai sur l'histoire de la mort en Occident du Moyen Âge à nos jours. Initialement, sa démarche de recherche concernait l'hypothèse suivante. Notre époque de progrès scientifique, attribuant une origine lointaine à certains phénomènes collectifs, serait capable de créer des mythes. Il étudie alors les coutumes funéraires contemporaines afin de valider, par leur histoire, son hypothèse. Étendant son champ de recherche aux anciennes pratiques funéraires, il découvre plusieurs formes d'attitude face à la mort dont les changements se sont opérés sur des temps assez longs pour que les hommes ne les aperçoivent pas. Philippe Ariès identifie une première période, celle de la mort apprivoisée, 1975 page 24. Familière, il l'oppose à notre mort contemporaine selon les termes suivants. Je ne veux pas dire que la mort a été auparavant sauvage puisqu'elle a cessé de l'être. Je veux dire au contraire qu'elle est devenue aujourd'hui sauvage. L'histoire des mentalités fait apparaître au sein de cette lente évolution des attitudes face à la mort, plusieurs étapes directement liées aux variations de la conscience de soi et de l'autre, de la destinée individuelle et collective. La mort comme fait social prend forme par le rite, façonné par la culture et la société. Du haut Moyen Âge jusqu'au milieu du XIXe siècle, ces changements se sont opérés sur des durées particulièrement longues. Mais depuis une cinquantaine d'années, une révolution brutale des idées et des sentiments traditionnels, Ibidem page 75, va provoquer l'effacement puis la disparition de la mort autrefois familière. Pour Philippe Ariès, la mort contemporaine, acculturée, vidée de sa ritualité, devient la mort sauvage, taboue, interdite. C'est à cette période que la vérité commence à être cachée aux mourants, dans le but d'éviter, à l'entourage notamment, l'insoutenable émotion de l'agonie consciente. L'historien soutient par ailleurs que la causalité entre l'évitement de la mort et la préservation du bonheur collectif des vivants aboutit au nouveau devoir citoyen de ne plus faire état de sa tristesse. Philippe Ariès expose finalement dans cet ouvrage une typologie des attitudes devant la mort qui est à la fois un schéma d'évolution, une nostalgie et une déploration. Chamboredon 1976. L'anthropologue Louis-Vincent Thomas, la même année, contribue au paradigme du déni de la mort. Créateur de la thanatologie, spécialiste des questions scientifiques relatives à la mort, il établit grâce à son ouvrage de plus de 500 pages Anthropologie de la mort une véritable encyclopédie du mourir où voisinent données ethnographiques, psychiatriques, psychologiques, médicales, enseignements de l'éthologie animale, de la philosophie, de la biologie. Chamboredon 1976. Spécialiste des civilisations africaines, il analyse son objet d'étude en introduisant une comparaison entre une société archaïque actuelle sur laquelle nous sommes bien renseignés, ici le monde traditionnel négro-africain, et la société industrielle, mécanisée, productiviste, la nôtre, Thomas Helvey 1975 page 12. Ainsi la bonne mort africaine, élément nécessaire du circuit vital, phénomène naturel et entouré, passage vers les anciens accompagné de rites et de mémoire, s'oppose à la bonne mort occidentale, celle que l'on considère comme convenable, Ibidem page 196, escamotée de sa conscience, inattendue et clandestine, si possible tardive mais rapide. Dans ces deux contextes particuliers, l'attitude des proches n'échappe pas à la comparaison. En Afrique noire, l'homme sait qu'il va mourir, soit qu'il le sente, soit qu'il en soit averti, tandis qu'en Occident, la déontologie d'aujourd'hui exige absolument que le moribond ignore ce qui lui arrive. Ibidem page 273. Quoi qu'il en soit, il n'existe pas, selon Louis-Vincent Thomas, de familiarité à l'égard de la mort de la part d'aucun peuple sur terre.
Toute forme de rite ou d'attitude répond à la prise de conscience nécessairement dramatique de la finitude terrestre. L'humour, les masques africains insouciants et grivois, les danses, les ivresses, les repas, sont autant de symboles complexes destinés à maîtriser l'angoisse de la faim, au même titre que la parade du déni ou de l'évitement que l'on observe actuellement dans nos sociétés occidentales. Ainsi, ce n'est pas gratuitement que la mort s'apprivoise, ibidem page 310. Pour autant, en opposant la mort acceptée et intégrée de la civilisation africaine à la mort terrorisante et abandonnée de la civilisation occidentale, Louis-Vincent Thomas participe lui aussi à une certaine déploration contemporaine d'une bonne mort traditionnelle oubliée. Sur le même registre paraît en 1975 le livre de Jean Ziegler, Les vivants et la mort. Son propos, clairement idéologique, soutient l'idée d'un cannibalisme marchand, responsable de l'occultation occidentale moderne de la mort. Il écrit : dans la société marchande, le mourant ne sait plus mourir et le médecin est incapable de lui expliquer le sens de sa mort. Le processus de mourir, acte essentiel de toute existence humaine, cesse d'être une aventure assumée pour devenir une événementialité absurde. Ziegler, 1975, page 129. On retrouve dans cet ouvrage l'approche essentialiste de l'agonie d'Elisabeth Kubler-Ross. L'agonisant devient lentement un homme autre, totalement et fondamentalement différent de l'homme qu'il a été avant d'entamer le processus de mourir. Sa perception change, sa conduite sociale change, ses relations avec la dignité changent. Dans les rares cas où les thanatocrates ne le privent pas de son agonie, il va vers une plénitude de l'être dont l'enquêteur recueille le reflet, mais qui pour la sociologie paraît radicalement inexplicable, ibidem page 133. Il met en lumière le rôle que doit tenir le mourant pour faire croire qu'il ne meurt pas, et dénonce la violence symbolique dans laquelle l'agonisant est finalement. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.